Rahim. Donc, au début, permettez-moi de remercier tous nos doctorants d'avoir accepté de participer à ce webinaire. Comme vous le savez, le Centre d'études doctorales sciences et techniques organise sa 4e édition qui était intitulée Culture scientifique, innovation et perspective. Donc, ces séries de conférences sont dédiées en particulier aux doctorants parce que ça rentre aussi dans la formation doctorale complémentaire que chaque doctorant doit accomplir. Alors, effectivement, durant ces séries, donc des certificats seront décernés aux doctorants qui vont participer et suivre les webinaires. Donc, permettez-moi, avant d'entamer les conférences d'aujourd'hui, de rappeler, comme on le fait toujours, de garder les micros fermés durant l'intervention. Les interventions peuvent être écrites sur le chat. Ensuite, on va les rassembler et les présenter aux conférenciers. Alors, le programme d'aujourd'hui, pour le webinaire d'aujourd'hui, donc, renferme 2 interventions par nos 2 éminents professeurs, le professeur Moustapha Azizi et le professeur Rahal Al-Harash de l'EST. Donc, après, on va essayer de faire leur biographie. Alors, la première, elle est intitulée Les méthodes d'enseignement à distance et la deuxième, c'est l'entrepreneuriat de la réflexion à l'action. Alors, on va essayer de commencer par la première intervention qui sera animée par le professeur Moustapha Azizi. Alors, permettez-moi de présenter une fiche technique succincte de monsieur le professeur Azizi. Alors, monsieur le professeur Moustapha Azizi, c'est un enseignant-chercheur et ex-chef de département de génie informatique à l'école supérieure de technologie d'Oujda. Il est ingénieur d'État en automatique et informatique industrielle depuis 1993. Il a eu son diplôme à l'école Mohammedia d'ingénieur de Rabat, un certificat d'études approfondies en 1985 dans notre établissement, la faculté des sciences d'Oujda. En 2001, il a obtenu son PhD en informatique de l'Université de Montréal, donc c'était à Canada. Il a encadré plus d'une quinzaine de thèses de doctorat, copublié plus d'une centaine de productions scientifiques, livres, chapitres de livres, articles, communications, rapports, etc. Et il a pu participer à réviser, last review, plus de 200 articles au profit des conférences et revues internationales. Donc ça, c'était un peu la présentation de notre cher professeur Moustapha Azizi. Bien sûr, la thématique qu'il va aborder, elle a une importance primordiale du fait, comme vous le savez, que depuis 2003, le Maroc a entamé une réforme de l'enseignement supérieur lorsqu'on a installé le système LMD. Alors, depuis lors, le Maroc, il essaie d'intégrer progressivement les technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement. Comme vous le savez, ces types de technologies en formation et en éducation pourraient assurer le vecteur de formation et d'accès au savoir pour les étudiants. Donc, c'est un vecteur qui nous permet effectivement d'améliorer moderniser un peu le système éducatif et pourquoi pas ne pas ouvrir des perspectives d'innovation. Donc, on a entendu qu'il y a tout un projet complet de l'école numérique et de l'université numérique, un projet que le ministère a déjà entamé. Et comme vous le savez, ces types de projets, ils ont besoin des plateformes d'enseignement à distance. Donc, c'est pour cela que l'intervention d'aujourd'hui avec le professeur Moustapha Azizi, il va nous rapprocher davantage de cette méthode d'enseignement à distance et je lui cède la parole. À vous, monsieur Moustapha.
Merci, professeur Ali El-Bachiri, pour cette introduction. Et je vais directement entamer donc le sujet. Donc, avant, salam et bonjour à tous, aux doctorants, aux collègues et à tous les présents qui nous suivent, que ce soit en direct sur Meet ou à travers le vidéo streaming en rapport avec Meet ou Facebook ou à la limite YouTube. Cette présentation est intitulée Réflexion sur les méthodes d'enseignement d'apprentissage à distance. C'est une présentation dans laquelle j'aimerais partager avec vous, et surtout les doctorants, parce que nos doctorants, en général, c'est nos futurs enseignants-chercheurs, que ce soit à l'université ou ailleurs. Et puis, ce que je vais essayer d'introduire dans cette présentation-là, les nouvelles tendances et les défis donc, des plateformes d'enseignement ou d'apprentissage à distance et les nouvelles disciplines donc, qu'il faut intégrer dedans. Voici donc un plan très succinct de ce que je vais donc discuter dans cette présentation. Bon, en général, les formations que nous sommes en train de faire, donc c'est des formations, c'est au Maroc, c'est des formations qui sont déjà liées donc à une déclaration, si vous voulez, donc à un contrat donc avec le ministère. Et puis donc il y a toute une sorte de définition et de description qui sont préconçues et puis donc que tout le monde est d'accord dessus, il faut respecter, ainsi de suite. Donc si je prends donc les filières, donc il y a tout un ensemble d'objectifs. À la limite, on peut aussi donc associer ceci donc à un ensemble de compétences qu'il faut atteindre pour chaque filière. Des fois, donc, on oublie, à fur et à mesure qu'on est en train de travailler dans le processus d'enseignement, on oublie donc ces objectifs, on oublie les compétences. Et ça, c'est très important pour après la formation, pour aller travailler et puis donc décrocher un job. Optimisation de la durée d'un cycle de formation. Les formations, normalement, leur conception, etc., donc c'est en fonction de ce que les enseignants donc ont estimé comme quoi donc la durée par exemple d'un module c'est exactement je sais pas donc 50 heures ou c'est 30 heures, etc. Donc ça c'est une perception. Et là aussi, est-ce que l'étudiant ou tous les étudiants sont capables de faire 50 heures, ou bien pour certains il leur faut plus de 50 heures et d'autres peut-être c'est juste 30 heures. Donc la durée donc c'est à optimiser en fonction qu'est-ce qu'on va gagner, qu'est-ce qu'on va rater. Parce que des fois, donc, les 50 heures qui sont définies dans le descriptif, c'est des 50 heures qui sont bonnes pour certains étudiants, mais pour d'autres, c'est pas bon. Parce que les compétences qu'on doit donc assurer dans cette formation-là, ils ne sont pas atteintes. Ce qui fait, donc, 50 heures, c'est pas suffisant. Donc, il leur faut plus. Pour d'autres, donc, 50 heures, donc, c'est beaucoup. Peut-être il va atteindre les compétences nécessaires, c'est juste pour 30 heures. Et le temps restant, il va l'exploiter pour une autre formation. Ouverture et flexibilité d'accès au processus d'apprentissage. Nous ne voulons pas que le processus d'apprentissage soit très borné. Nous voulons qu'il y ait de la liberté dans l'apprentissage et que l'étudiant ou l'apprenant puisse avoir donc d'autres sources d'apprentissage ou d'autres plateformes, etc. Et le fait d'imposer une seule plateforme donc à tous les étudiants, c'est pas du tout donc une solution pédagogique qui est donc acceptable. Reconnaissance des acquis d'apprentissage. Si jamais donc il y a d'autres étudiants qui suivent en parallèle avec, par exemple, nos cours donc à l'université, des formations qui sont proches ou exactement les mêmes par rapport à ce que nous faisons, est-ce qu'on va donc ignorer ce qu'ils ont déjà fait ou ce qu'ils ont déjà acquis? Normalement, il faut les intégrer et voir donc comment peut-on les évaluer sans toutefois donc aller refaire donc tout le module, etc. Il faut que ça soit possible. Actuellement, c'est pas tout à fait donc le cas. Validation des expériences. Il y a aussi certaines personnes ou certains étudiants qui sont très expérimentés dans certains domaines. Et puis pour nous, donc, on ne considère pas donc, cette expérience
dans les acquis que nous avons. Donc, il faut aussi trouver donc un moyen pour valider donc si jamais donc il y a certains qui ont de l'expérience sur certaines choses et puis leur valider ce qu'ils ont déjà appris sur des années. Donc, il faut pas donc du fait qu'on est dans un lieu de science, on ne doit pas donc nier donc c'est quelqu'un donc il a de l'expérience. Il faut le valider ce qu'il a déjà. Et ça, ce que en fait dans d'autres établissements, pas au Maroc mais à l'extérieur, ils le font. Justesse des évaluations. Donc là, je parle en fait des évaluations que nous faisons. Donc, des fois, donc, c'est des évaluations qui sont systématiques. Mais est-ce que ces évaluations, ils sont justes pour refléter exactement le niveau et les compétences acquises par l'étudiant? Donc, il faut que ça soit des évaluations justes. Bon, les plateformes, en général, elles sont soit centrées sur l'enseignant et que toutes les fonctionnalités ils sont faites de manière conviviale pour que l'enseignant puisse délivrer donc son cours à distance et puis qu'il aurait moins de difficultés à scénariser et à concevoir son cours sur la plateforme. Et des fois, on oublie l'étudiant aussi, donc qui est le receveur ou le destinataire de cette formation-là. Donc, mais après, donc, on a fait donc on s'est rattrapé et maintenant on parle beaucoup plus de plateformes qui sont centrées sur l'apprenant ou sur l'étudiant. Et là, pour l'étudiant, c'est-à-dire donc il y a plus de fonctionnalités qui sont centrées ou qui visent l'étudiant. C'est-à-dire que l'étudiant, il peut aller voir ses notes, c'est-à-dire toutes les choses que l'étudiant pourrait faire sur la plateforme, elles sont très visibles sur la plateforme. Avant, c'était pas ça. L'étudiant, il trouvait de la difficulté pour avoir une information concernant ses activités sur la plateforme. Mais c'était beaucoup plus l'enseignant qui était visé. Nous disons que en fait, il faut chercher des plateformes qui en même temps facilitent la tâche pour l'enseignant, en même temps pour l'étudiant. Parce que si l'enseignant donc il est à l'aise dans une plateforme, il va donner donc de son mieux. Mais s'il est donc il trouve de la difficulté, donc il va toujours donc il va faire des reculs pour ne pas utiliser la plateforme. Et ça c'est pas bien. Nous voulons que tout le monde s'y retrouve et puis donc il donne son 110%. D'accord, donc ça, je dis donc attention pour le choix des plateformes à distance. Donc, et des fois aussi, comme donc j'avais donc mentionné avant donc sur notre conférence, donc il faut aussi tester parce que des fois donc c'est vrai que la plateforme donc il est là, et des fois elle est gratuite, etc. Et puis donc on a des facilités parce que des fois on fait donc des choix qui sont très rapides. Et on cherche toujours la gratuité. Mais derrière la gratuité, est-ce que les objectifs que nous voulons pour notre système d'enseignement, est-ce qu'ils sont là présents dans cette plateforme-là ou bien on est juste en train de délivrer et véhiculer des choses juste enseigner pour enseigner, etc. Et puis les compétences, etc. Donc, c'est peu important. Non. Donc, il faut bien donc prendre le temps pour choisir quitte à ce que donc ce temps pour choisir soit le fait de tester des plateformes. Tester pour quelques mois, tester pour un semestre, pour une année, etc. Il ne faut pas que ce soit un choix qui est définitif sur des années. Et puis non, nous, c'est la première fois que nous sommes en train d'utiliser la plateforme. Donc ça, c'est pas du tout donc intelligent de faire ainsi. Donc tester, etc. Et ça, beaucoup plus important, une chose, c'est que des fois, une plateforme, elle est très bonne pour faire, par exemple, des enseignements techniques, mais il n'est pas bon pour faire des enseignements dans d'autres types de sciences, en sciences sociales, en sciences, par exemple, en droit, ou je ne sais pas, dans d'autres sciences théoriques, etc. Pas forcément que cette plateforme, elle est, c'est comme je prends par exemple Moodle, et je dis Moodle, c'est la solution pour tout le monde. Moi, je ne suis pas donc tout à fait d'accord avec cette. Ça peut être donc Moodle, c'est une bonne solution pour certains types d'enseignements, mais pas forcément qu'il soit donc très efficace pour tous les enseignants. Donc, on verra par la suite peut-être d'autres formes de défis, etc. Et c'est là que vous allez voir donc les limites des plateformes, etc. Donc, recommandation, donc, pour moi, donc, il faut choisir donc, ce que j'ai appelé ici une plateforme concentrique, c'est-à-dire qu'il est centré au fond sur l'étudiant et puis donc concentré donc sur l'enseignant, c'est-à-dire que l'enseignant vient en deuxième position et après vient le reste. Mais l'étudiant est toujours donc dans le centre d'intérêt de la plateforme. D'autant plus donc il faut chercher aussi à développer sur la plateforme
ou que ce soit une culture donc, dans le campus universitaire, la culture des certificats. Pas nécessairement en informatique, parce qu'on a, nous, donc, en informatique, c'est-à-dire on a cette culture-là, mais ça existe aussi dans d'autres disciplines. Et puis, donc, que ce soit donc une culture, donc tout le monde est cherché, surtout lorsqu'il s'agit de certificats qui sont professionnels. Des fois, donc, on est en train de donner les backgrounds, etc., donc théoriques, les choses de base, mais lorsqu'il s'agit d'aller travailler, on a beaucoup de choses qui manquent sur la formation. Et ces lacunes-là, on peut les compléter par les certificats professionnels à mesure que ça soit des certificats qui sont offerts donc, sur la plateforme. Aussi, on parle de modules supplémentaires. Pas nécessairement qu'on doit juste mettre les modules qui sont dans le descriptif de filière, mais on peut mettre d'autres modules qui sont complémentaires, optionnels, c'est-à-dire à choix. L'étudiant, donc, il pourrait donc les prendre selon son besoin. Mais si les autres, ils n'ont pas pris ces modules-là, ils ne sont pas forcés de le faire. De même, il y a possibilité de chercher à connecter notre plateforme, si on va donc adopter certaines, les connecter à d'autres plateformes qui sont internationales, de manière, ou même, donc là, je dis des ressources documentaires, de manière à ce que lorsqu'on est en train de concevoir des cours, il y a aussi des ressources documentaires qui viennent donc alimenter la plateforme et que le contenu soit très riche. Je parle aussi d'interopérabilité avec l'international. C'est-à-dire que notre plateforme, ce ne soit pas une plateforme qui est déconnectée, mais une plateforme qui est connectée avec ce que les autres plateformes internationales quittent à importer un cours que je suis en train de suivre, par exemple, sur Coursera, je l'importe sur ma plateforme qui est à l'université d'Oujda. Donc là, je liste quelques plateformes que j'ai déjà utilisées. Et c'est des plateformes. Donc là, juste ici, je précise qu'il y a des plateformes qui sont vides et que vous-même, vous devrez donc les remplir, etc. Partons de zéro, à la limite, si vous avez déjà donc des cours déjà, on complète. Le Moodle, on peut l'installer, etc. Et puis donc faire venir et ramasser, collecter les différents cours. Donc ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est utiliser les plateformes qui sont existantes aussi et qui offrent des cours qui sont de qualité internationale et professionnelle et qui sont plus intéressants pour certaines formations, surtout pour avoir les certificats. Et je cite ici NetAcad, par exemple, de Cisco, que nous sommes en train d'utiliser, nous, donc à l'EST, pour délivrer des certificats CCNA, surtout pour la réseautique. Je reviendrai donc à cette plateforme-là pour inviter les doctorants, donc, s'ils sont intéressés à certains cours. Il y a aussi Coursera, d'accord, que moi j'avais utilisé donc avant, mais maintenant on l'a intégré dans le campus de l'université jusqu'à 31 juillet. Il y a SoloLearn aussi. Ça, donc, pour moi, ma tendance, c'est l'informatique, etc. Mais on peut trouver des choses dans certains, mais pas toutes les disciplines. Donc ici viendra l'intérêt de l'enseignant et, soi-disant, le département, le groupe des plateformes qui sont les plus importantes ou les plus intéressantes pour les étudiants dépendamment de leur spécialité. Donc, juste comme expérience, donc j'ai enseigné donc à travers les différentes plateformes que nous avons ici. Donc, NetAcad, NC3, CERS, Google Classroom. Donc, on a utilisé Meet comme nous sommes en train de l'utiliser maintenant. Avant, c'était Hangout. Et puis, donc, j'ai utilisé aussi donc Coursera avant, pas maintenant, avant et SoloLearn, etc., intégré dans le cours. C'est-à-dire, je demande à mes étudiants d'aller donc faire des certificats sur ces plateformes-là et lorsque mon étudiant termine donc le cours qu'il a suivi sur la plateforme, et puis donc il va venir donc avec un relevé de notes, etc. Moi, donc, je prends en compte ceci. Je valide cet apprentissage. Je ne vais pas donc ignorer, c'est parce que c'est moi qui demandais donc d'aller faire ceci donc sur la plateforme concernée. Et puis, comme ça, donc, les étudiants, ils étaient donc intéressés. Parce que mon intérêt, ce n'était pas juste passer mon cours, mais mon intérêt, c'est faire apprendre à ces étudiants donc l'intérêt de faire l'apprentissage
individuelle et puis simultanée. C'est-à-dire qu'on ne doit pas à chaque fois donc dire allez apprendre, allez apprendre. On doit donc les laisser donc leur donner donc les bases nécessaires et après donc c'est à eux de voir si jamais ils ont un besoin, que ce soit dans leur jobs ou dans leur fonction, etc. Ils ont des besoins, ils vont aller eux-mêmes aller chercher là où il faut donc apprendre pour compléter donc les lacunes et être compétents et excellents dans leurs jobs. Ils sont appris sur l'usage des plateformes. Donc, d'après donc ma modeste expérience, moi ce que je vois, moi donc je dis suivre les cours. Donc tout d'abord donc parce que comme doctorant, comme étudiant en général, donc s'il y a une plateforme qui est disponible sur le campus de l'université, bon, vous êtes obligé de suivre donc les cours sur la plateforme en question parce que vous devrez avoir votre diplôme à la fin. Donc ça c'est une question donc c'est une chose qui est claire. Mais ceci dit, il ne faut pas donc vous arrêter à ça. L'intérêt, c'est compléter, c'est aller vous-même. Et là, je peux donc introduire un autre concept que j'appelle donc phasé learning. C'est-à-dire qu'il ne faut pas donc attendre donc ce qu'on appelle donc supervised learning, c'est-à-dire l'apprentissage qui est supervisé. L'enseignant va dire donc ça c'est bon, ça c'est pas bon à travers une évaluation, etc. Il ne faut pas attendre ça. Donc ça, vous l'aurez donc déjà fait donc en faisant donc votre formation diplômante. Mais là, avec les certificats, c'est à vous de voir quelles sont les choses qui vous manquent. Vous avez donc un profil de certaines compétences. Vous regardez des fois donc les annonces des positions au travail, les jobs. Et vous regardez, est-ce que les compétences qui sont requises, est-ce que vous avez donc la première compétence, deuxième, troisième, peut-être la quatrième vous manque, etc. Et là où il y a un manque, allez chercher un certificat et complétez donc cette lacune-là que vous avez, de manière à ce que vous serez donc par la suite, si vous répondez à ce job, vous appliquez, vous serez donc une personne qui est acceptable ou admissible à passer le concours à la limite. Mais si vous n'avez pas donc un certain nombre de compétences, donc n'allez pas donc espérer donc décrocher donc le poste, parce que surtout donc lorsqu'il s'agit de faire ou avoir donc des projets avec le privé, etc. Donc là c'est exigeant. Et puis, le public aussi viendra avec le temps. Parce que maintenant, donc, c'est le privé qui exige et le public viendra avec le temps, là où ça c'est donc plus exigeant parce que les postes seraient donc très limités. On n'a pas donc les gens qui sont déjà qui ont eu leur doctorat déjà, donc ils sont en train de sentir ceci, que le nombre de postes donc il est limité, les candidats on a beaucoup, et puis c'est normal donc lorsque le nombre de candidats est beaucoup, donc là il y aura donc on sert si vous voulez dans les profils de manière à ce qu'on va prendre le meilleur profil. Donc aussi donc comme juste partage d'expérience, donc j'avais déjà donc administrer, si vous voulez, donc ces différentes plateformes, juste aussi pour expérience, pour voir donc comment les choses sont faites. Et je ne dis pas qu'ils sont donc performantes, mais il y a aussi donc des limites pour chacune des plateformes. C'est-à-dire, donc si et vous allez voir par la suite qu'on propose donc de nouvelles plateformes pour suivre les progrès technologiques qui sont actuellement ou dans les années donc récentes qui sont actuellement faits. Bon, l'académie Cisco locale donc que nous avons donc à l'EST, donc c'est une académie locale donc actuellement elle est ouverte pour nos étudiants à l'EST et puis que nous avons aussi donc ouvert à certains étudiants de la faculté des sciences, surtout donc le master ingénieur informatique et pour certains professeurs et certains doctorants. Les disciplines donc qui sont offertes à travers la plateforme NetAcad de Cisco. Donc on a tout ce qui est donc tout ce qui est cours donc sur la réseautique, networking, aussi donc des cours donc sur Internet of Things, ce qu'on appelle en français l'Internet des objets connectés. Des formations sur la programmation, en l'occurrence Python, C, C++, et d'autres donc cours de base pour la programmation. Security, la sécurité informatique, du système et réseau.
Donc ça aussi, donc c'est intégré donc avec Cisco. Donc il y a aussi pas mal de cours sur la sécurité. Il y a aussi donc des cours donc sur ce qu'on appelle cyber security, la sécurité donc en rapport avec Internet. Et il y a aussi donc des formations donc type donc OS, les systèmes d'exploitation, IT, donc l'informatique en général. Et puis donc il y a une plateforme ou un outil de simulation réseau qui est développé par Cisco pour refléter exactement le matériel qui est utilisé par Cisco et qu'on peut l'utiliser pour faire des simulations et de TP dessus. Donc ces cours-là, donc j'invite si jamais il y a des doctorants, etc., qui sont intéressés. Nous ici, donc l'académie est ouverte, si vous voulez, donc toute l'année. Et c'est pas comme Coursera, donc il va donc s'arrêter donc fin juillet. Nous, donc, c'est toujours ouvert. Et puis, si il y a un intérêt, et puis donc, je trouve juste ici, donc, avec Cisco, on ouvre des classes. Donc, on ne va pas ouvrir une classe avec une personne. Donc, j'aimerais voir, par exemple, une dizaine de personnes et j'ouvre une classe pour n'importe quelle matière. Et je verrai aussi donc avec le CEDOC, donc s'il y a de l'intérêt donc à certains modules, on les ouvre aussi pour les doctorants s'ils sont intéressés. Et puis vous aurez aussi donc pas exactement des certificats, mais des attestations, ok, sur votre, parce que je pourrais donc à travers la plateforme avoir donc votre présence sur la plateforme, combien vous avez étudié, etc., les statistiques sur vos activités sur la plateforme. La deuxième plateforme donc, que nous avons maintenant sur le campus aussi, c'est Coursera, campus Université Mohamed Ier. On a inscrit tous les étudiants de CEDOC ST et on a aussi fait de même pour les étudiants, les doctorants du CEDOC de la faculté Lettres et Sciences humaines. Et puis, donc, si vous remarquez ici en bas, le nombre 759, 759, ça, c'est un nombre d'étudiants pour lesquels on a envoyé les invitations pour rejoindre Coursera et puis découvrir les cours qui sont là gratuitement, mais ils n'ont pas répondu. Donc, sur le nombre que j'avais donc envoyé, donc il y a juste 451 qui sont maintenant inscrits et qui ont répondu favorablement à l'invitation que nous avons donc déjà envoyée. Mais 759, ils n'ont pas répondu. Donc ça, est-ce que c'est un désintérêt? Est-ce qu'ils n'ont pas donc est-ce qu'ils ont le problème de compte email? Donc ça, c'est aussi c'est un point donc il faut développer pour voir pourquoi donc ces gens-là ils n'ont pas répondu. Mais je vois pas mal d'étudiants qui utilisent leur compte personnel. Des fois, donc, lorsqu'ils saisissent leur compte, des fois, donc, il y a des erreurs. Est-ce que ça vient de ça? Mais le problème, c'est que ces invitations-là, les emails sont partis. J'ai pas eu de retour, je ne sais pas. Il y avait des erreurs sur certains emails, donc on les a écartés, mais ça, c'est déjà, donc, les invitations sont là. Alors, mais j'invite donc les étudiants qui n'ont jamais visité Coursera, qu'ils le font. Et dépendamment de leur spécialité, donc ils essaient de chercher des choses qui correspondent à leur domaine et puis qu'ils commencent à apprendre, c'est gratuit, et à avoir des certificats qui sont validés par les CEDOC. Bon, voici les différentes disciplines qui sont offertes sur Coursera. Vous avez donc art et humanité, donc par exemple pour le CEDOC de la faculté des lettres. Vous avez par exemple business, donc par exemple pour les gens de la faculté sciences économiques et juridiques, business, informatique, sciences de données, etc. Donc la santé, ça peut intéresser les gens de la faculté de médecine, etc. Sciences physiques, ingénierie par exemple, vous regardez dedans, il y a génie électrique, génie mécanique, chimie, etc. Donc il y a pas mal de cours donc qui sont là. L'apprentissage des langues, par exemple. Nos doctorants, donc, ils sont encouragés à avoir un niveau donc, qui est acceptable en anglais, par exemple. Donc, ça, c'est une occasion pour eux pour avoir donc, un certificat en anglais. Donc, des fois, vous avez des bourses Erasmus et ça peut être aussi le cas pour l'espagnol. Donc, si vous cherchez dans l'apprentissage des langues,
Vous avez trouvé donc il y a l'anglais, il y a l'espagnol, il y a le portugais, il y a même le français, il y a, euh, il y a le russe. Donc il y a toutes sortes de langues, mais le plus important pour nous, surtout pour les projets de mobilité ou les bourses de mobilité avec Erasmus+, donc surtout il y a l'anglais et il y a l'espagnol. Donc ça, c'est une opportunité pour certains qui veulent avoir un certificat dans ces langues-là, de profiter donc avant que ça soit payant. Parce qu'après le 31, ça va être payant. Donc, essayez de profiter tant que c'est accessible et c'est juste, donc ça nécessite juste votre volonté pour le faire. Je passe maintenant à la production d'un cours en ligne. Donc, pour un enseignant qui avait déjà l'habitude de donner un cours sur un tableau blanc ou un tableau noir, et puis donc, si vous voulez, donc le matériel qui était nécessaire pour la production de ce cours-là, c'était limité à ça. C'est-à-dire, moi, je parle ici de délivrer le cours. Mais c'est sûr, donc, la préparation à la maison, etc. Donc, on va les ressources. Donc, ça, c'est clair. Mais là, je parle juste lorsqu'il s'agit de donner le cours, donc, aux étudiants, délivrer le cours aux étudiants. Alors, maintenant, pour le faire, donc, en ligne et dans les règles de l'art, c'est pas évident. Parce que si je vais donc faire juste du PDF, d'un morceau de Word ici, ou etc. là, etc., et puis faire une petite vidéo là, etc., avec webcam simple, ça c'est-à-dire on ne peut pas donc être concurrent donc avec les plateformes de renom. Et là donc ce que je suis en train de discuter ici, donc les défis, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait donc vraiment un staff de production à la manière des films. Donc, produire un cours, ça revient, donc c'est comme vous allez produire un film. Juste ici, dans les films, il y a les acteurs, et puis donc, il s'agit d'une histoire donnée, mais ici, il s'agit d'un cours, mais avec des acteurs qui sont l'enseignant, et puis les étudiants, et puis la réalité, elle est réelle. Il n'y a pas d'histoire, etc. Donc là, on est en train de faire passer donc une vraie réalité. Et puis, c'est avec ceci que on aurait un cours, c'est-à-dire avec une réalisation qui est excellente. Mais des fois, donc, lorsqu'on est en train de bricoler, on peut faire le cours d'une manière ou d'une autre. Moi, je ne parle pas de la faisabilité. Je parle de quelque chose qu'on fait avec munitie, avec excellence. Et parce que des fois, donc, on a donc les moyens pour le faire, pourquoi pas? Donc, si on a donc et puis donc on a à l'université donc les centres ou donc des unités d'enregistrement, et puis donc il faut que ça soit généralisé donc à tout le monde, et puis voir aussi donc certains logiciels de montage, et puis à la fin donc on aurait donc un film, je veux dire donc une vidéo qui va donc bien sûr donc compléter ce que vous avez donc déjà donné sous forme de PDF, etc. Donc juste s'inspirer par exemple de ce qui existe sur Coursera. Donc Coursera, bien que donc les choses, lorsqu'il s'agit de scénariser, etc., donc c'est des choses qui sont simples, mais lorsqu'il s'agit de la vidéo, elle est bonne, l'audio, donc il est bon, le son, il est bon, etc. Donc ceci donc laisse l'étudiant ou l'apprenant en général à suivre donc ceci donc avec attention. Mais lorsque la vidéo contient donc des bruits, l'image n'est pas claire, etc. Donc ceci c'est des choses qui vont donc qui vont pousser donc l'étudiant à fuir donc cette vidéo. Donc ça c'est pas bien. Donc il faut chercher donc avec tous les moyens que nous avons maintenant. Et puis on peut donc acquérir certains parce que c'est pas très cher. Maintenant on voit donc des chanteurs juste dans leur maison. Ils ont acheté donc tout un petit studio pour l'enregistrement, etc. Ils font pas mal de choses sur YouTube. Alors que nous, enseignants, on n'est pas capable de faire ça. Donc ça, c'est regrettable, mais on doit donc surpasser ce problème pour aller donc à l'excellence. Et ça, c'est à notre porte. Bien sûr, donc avec l'implication de l'administration, etc.
Je passe aussi donc à un autre problème aussi, donc très important, c'est l'expérimentation. Donc des fois, peut-être on a réussi donc à faire l'apprentissage côté, si vous voulez, théorique et formalisme. Mais l'expérimentation, ça reste des fois problématique. Donc, à la lumière de l'expérience que nous avons déjà, donc moi, si vous voulez, donc j'ai listé ici donc 4 méthodes pour pouvoir faire l'expérimentation en ligne. Et dépendamment de chaque discipline, et dépendamment des professeurs et des étudiants, on peut adopter l'une ou l'autre, mais le plus important, c'est assurer l'expérimentation. Parce que l'expérimentation... Pardon? Parce que l'expérimentation, c'est une chose qui est très importante. Ça va, merci. Aimable assistance, essayez de fermer votre micro, s'il vous plaît. La personne qui a le micro ouvert, qui le ferme. Merci. Merci, Cyril. Donc, je disais, l'expérimentation, c'est un autre volet de l'apprentissage. Il y a le côté théorique, etc. Mais à côté, il y a tout ce qui est côté pratique. Et pratique, donc, c'est ce que je résume par le mot expérimentation. Et là, l'expérimentation, c'est très important pour mettre les points sur les i. Donc là, on a des fois donc, un concept, etc. Mais finalement, pour que les concepts là restent dans nos têtes là, on a besoin de faire l'expérimentation. Et les TP, ce qu'on appelle aussi donc, dans le système anglo-saxon, donc les labs, ça c'est très intéressant pour donc, le marché de travail par la suite. Parce qu'on ne peut pas donc juste donner des concepts comme ça. Et lorsque la personne donc, il va aller travailler sur une machine donnée, lui, il a tout le temps donc, appris sur la machine, mais il ne l'a jamais vu. Et ça, lorsqu'il va donc rencontrer, soi-disant, dans l'usine, donc la machine, donc pour lui, c'est comme il ne connaît rien sur la machine parce qu'il ne l'a jamais, jamais utilisé. Donc, très important, donc, dans ces méthodes-là, donc je dis, soit on n'a aucune possibilité de faire donc un TP. Et là, dans ce cas-là, donc à la limite pour réduire les dégâts, donc on va opter pour des simulations logicielles, ok, qui vont donc permettre de faire un fonctionnement très rapproché de la réalité des composants matériels. Donc ça, c'est une possibilité. Et puis qu'il faut partager donc par visioconférence avec les étudiants. Deuxième façon de faire, on suppose que le laboratoire, vous avez déjà un laboratoire, et ce laboratoire, vous l'avez conçu de manière à ce que le laboratoire soit utilisé à distance, à travers une interface web, et que les étudiants, ils n'ont pas accès au laboratoire. Le seul accès au laboratoire, c'est par l'Internet. Donc ça, c'est une deuxième possibilité. Et ça peut être le cas, par exemple, c'était possible, si on avait ceci, c'était possible d'utiliser pendant la période de confinement. Mais ça demande beaucoup de travail aussi. Donc, pour penser donc aux différents TP, comment programmer, comment contrôler ces TP à distance, de manière à ce que l'étudiant voit donc depuis donc sa caméra contrôler les différents paramètres sur la manipulation dans la salle de TP. Et aussi comment gérer les différents étudiants, donc avoir accès sur les différents TP. Donc ça, c'est pas, je ne dis pas que c'est très facile, non. Je dis donc, il faut travailler dessus. Troisième façon de faire, c'est que le formateur ou l'enseignant, il va effectuer le TP tout seul parce que les étudiants ne sont pas là et le TP soit filmé à la manière du cours qui est filmé. Donc, soit filmé et le film, il est diffusé. Donc, les étudiants, en même temps, regardent le prof effectuer le TP en même temps. Et ce TP, il est enregistré aussi. Comme ça, si jamais donc, les autres étudiants, ils ont raté de voir ceci en live, donc là, ils vont se rattraper et regarder ceci en différé. Quatrième façon de faire,
certains, donc maintenant, la quatrième façon, c'est la tendance. Certains, maintenant, surtout pour les disciplines électroniques, informatiques, ça peut être télécom aussi. Donc, certaines disciplines. Et c'est à l'enseignant de juger. On peut leur donner, ou à la limite, les encourager à acheter leur propre matériel, surtout parce que dans certaines disciplines, on a du matériel qui est moins cher. Acheter ceci, avoir ceci, donc c'est comme, soi-disant, la trousse scolaire donc, dans le temps. Et puis, donc, il peut donc faire le TP de chez lui et partager ceci donc avec l'enseignant. En même temps, c'est-à-dire l'enseignant, il va faire une séance de TP, chacun chez lui, et là, le matériel, etc. Comme l'enseignant aussi, donc, il a le matériel. Et puis, tout le monde, ils vont entamer le TP, et puis, donc, avec l'enseignant qui les supervise, et puis le TP fonctionne ainsi. Ça, c'est très possible, donc, par exemple, en électronique, et en informatique, en automatique, et robotique aussi, on n'a pas assez de cours sur la robotique, mais robotique aussi, l'intelligence artificielle, pas mal de matières, on peut donc dénombrer un certain nombre de matières qui peuvent être faites donc facilement avec la méthode 4. Pour la méthode 2 et 3, par exemple, pour tout ce qui est matériel lourd, on ne peut pas donc demander à l'étudiant d'acheter un matériel lourd et puis donc mettre une grosse machine donc chez lui. Donc ça, c'est déconseillé. Donc ça, c'est que vous avez le matériel lourd à l'université et le TP soit fait. À l'université, soit il est contrôlé à distance, soit c'est l'enseignant qui le contrôle localement et il est diffusé. Ah, j'ajoute ici 5. Dans 5, là, j'ajoute ce qu'on appelle actuellement l'expérimentation assistée par ordinateur. C'est-à-dire dans les 1, 2, 3, 4, on peut toujours penser donc à intégrer l'ordinateur comme moyen central pour permettre donc un traitement de données, c'est-à-dire si on fait donc une acquisition de données et puis analyser et puis permettre donc de visualiser sur un tableau de bord donc les résultats qui sont trouvés. Donc, mais les plus importants, donc moyennant ceci, on a toujours une possibilité de faire un TP ou quelques TP à distance pour ne pas donc rater tous les TP. Bon, un autre défi aussi, c'est ce que j'appelle ici apprentissage à l'ère de Internet of Things, informatique, intelligence artificielle et Big Data. Le problème que nous avons actuellement, c'est que, est-ce que, et ça c'est la même problématique qui s'est posée avant, c'est que des fois, donc là, l'enseignant, des fois, l'enseignant, il est décalé par rapport aux étudiants sur certaines notions technologiques, je veux dire. Et là, si je prends l'exemple avant d'Internet et l'utilisation des smartphones. Internet et smartphones, surtout smartphones, c'était une tendance jeune. Et puis, donc, la plupart des profs, en général, donc, ils sont un peu vieux. Et ce qui fait, donc, ce qui est faisable avec smartphone, des fois, donc, l'enseignant, il ne le connaît pas. Et ça pose problème, donc, sur l'apprentissage. C'est-à-dire que l'enseignant, il a une conception de l'apprentissage et du contenu, etc., selon sa vision à lui. Mais lui, donc, il n'a pas saisi le fait que l'étudiant, il a déjà eu donc toute une avancée sur certaines technologies, etc. Et ça, c'est très important de mettre ceci en évidence avant de penser au design et à la conception de cours. Et puis aussi donc au TP, la même chose. Donc, et puis donc l'avenir, c'est ce que j'appelle ici adopter les plateformes intelligentes. Les plateformes, soi-disant ici, cliquez là, etc. Ça, bon, je vois que c'est pas, ça va être dépassé donc tout ça. C'est que la plateforme maintenant, ça va être une plateforme, c'est comme une personne. La plateforme, c'est comme une personne. Elle, il peut jouer même le rôle du prof. Je ne dis pas à 100%, mais elle, il va faire le suivi de l'étudiant de manière différente. C'est-à-dire, donc les plateformes actuelles, des fois, pas à 100%, mais pour certains, donc, c'est-à-dire, ils voient les étudiants de la même manière. Les plateformes intelligentes, ils vont faire le suivi étudiant par étudiant, et puis donc ils commencent donc à tutorer ou à superviser l'étudiant X, par exemple, et il voit qu'il a des lacunes sur telle chose, il va lui recommander de faire tel exercice, ou lire tel document, ou etc. Il va faire tout un plan avec lui pour
acquérir donc une compétence qu'il n'a pas, qu'il n'a pas acquise. D'accord? Et puis, ça va être la même chose pour un autre étudiant. L'approche pour un cours, c'est pas la même chose avec un autre cours. La même chose pour les enseignants. Il va comprendre l'enseignant, sa façon de faire. Et puis donc, il va donc se comporter avec un enseignant d'une manière, avec un autre enseignant d'une autre manière, etc. Donc ça, c'est les plateformes intelligence futuriste. Je ne dis pas que toutes les plateformes actuellement, ils n'ont pas un aspect plus ou moins donc intelligent, mais si je prends par exemple Coursera, ils ont déjà commencé ça. Et puis donc avec mon expérience, donc je vois qu'ils utilisent ça. Donc ils suivent donc chacun avec son profil, etc. Et puis ils vous proposent des cours. Donc pour les gens qui sont déjà connectés sur Coursera, ils vous proposent des cours en rapport avec votre tendance, ainsi de suite. Donc, mais Coursera aussi, c'est pas encore une plateforme intelligente. Elle est peu intelligente, mais je parle ici des plateformes intelligentes, c'est des plateformes futuristes. OK, donc nous devrions donc y penser et puis donc se préparer à ça. Comme réflexion que je partage avec vous, surtout donc avec l'utilisation donc ou avec l'émergence des technologies donc telles que Internet of Things ou l'intelligence artificielle, ainsi de suite. Donc, si je prends un cours, disons, d'histoire, et je veux parler d'une bataille donnée. D'accord? Si vous vous rappelez la bataille Zlaka, que vous avez étudié dans le temps, dans l'Andalousie. Donc, la plateforme, par exemple, déjà donc, dans le nom, la plateforme, automatiquement, il va assister donc le prof en lui proposant des références. C'est-à-dire, lui, il n'a pas cherché, c'est la plateforme qui a cherché et lui propose des spécimens, donc des documents donc historiques, des vidéos donc sur la bataille, sa localisation sur la carte, c'est-à-dire où est-ce qu'il est, c'est-à-dire l'étudiant, il va voir tout ça. Il va lui proposer, si d'autres, ils ont fait des cours donc sur ça, ou certains, ils l'ont déjà traité. Elle propose aussi une visite en ligne avec réalité mixte. Donc là, on parle de réalité virtuelle, réalité augmentée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle actuellement réalité mixte, c'est-à-dire virtuelle et augmentée, du site actuel. Donc nous, par exemple, dans le temps, on est donc assez vieux, on a étudié pas mal de batailles, mais jamais, en tout cas pour moi, jamais donc, j'avais juste des speakers dans ma tête, c'est-à-dire comment la région il est, etc. Mais ça, c'est très intéressant de voir aussi donc, la position, la carte, etc. Là où il y a la stratégie militaire, par exemple, comment la bataille a été faite, ainsi de suite. Tout ça, c'est important. Et ça facilite l'apprentissage. C'est-à-dire donc faire un cours d'histoire à l'ancienne manière, maintenant, c'est plus acceptable. Il faut utiliser les moyens technologiques pour rendre plus acceptable et plus pédagogique le cours du fait que ces moyens existent. Et c'est là qu'on va avancer dans l'apprentissage. Deuxième exemple que je donne ici, donc un cours de machines électriques. Donc de même, comme ce qu'on vient de citer, la plateforme automatiquement assiste le prof en lui donnant donc des références aussi, des vidéos d'illustration du fonctionnement de la machine, par exemple. Si je prends un moteur courant continu, par exemple, moi, disons, l'étudiant n'a jamais vu ça. À la limite, avant d'aller faire le TP, donc il peut voir le fonctionnement du moteur, etc., comme il fait, il a l'air de quoi, etc. Et ça, sur une vidéo donc, sur un moteur réel. Et ça, c'est important. La même chose, donc ça peut donc aider donc, l'enseignant à choisir dans un outil de simulation. C'est-à-dire, si on n'a pas le matériel, au moins on peut faire donc la simulation du fonctionnement d'un moteur. Les compétences nécessaires pour dire que je maîtrise le cours machines électriques, les TP obligatoires, ainsi de suite. Et il peut faire aussi une visite sur une visite virtuelle sur une usine pour voir ces machines-là, ils sont utilisées où. Et ça, c'est très important aussi donc, pour l'étudiant pour fixer les idées et avoir donc les apprentissages clairs. Bon, ça, ce que je disais donc pour l'Internet et les smartphones. Donc, notre société, comme c'était le cas donc au début avec Internet et smartphones, c'était donc il y a certaines catégories de la société étaient décalées par rapport à d'autres. Et puis, ça posait des problèmes de compréhension entre ces deux parties de gens. Et là, j'aimerais pas que ce soit les enseignants d'un côté et les étudiants d'un autre côté. J'aimerais que les gens, donc tout le monde, pense
aux technologies émergentes et qu'ils font le pas chacun de son côté pour tirer le maximum de profit. Et puis ça va, je ne dis pas que tout ce qui est offert par ces technologies est bon, je ne dis pas ça. Mais je dis qu'on soit donc conscient de ces technologies et savoir profiter du meilleur de ces technologies. Et bien sûr, éviter donc le mauvais. Ça, c'est clair. Donc, toutes les technologies, donc, ils ont ce caractère double tranchant. C'est-à-dire, on a les choses bonnes et les choses mauvaises. Donc, il faut donc avoir un intérêt donc, à ça et faites une attention, donner une attention à ces nouvelles technologies. Je parle ici, donc, actuellement, on parle de Internet of Things, mais industriel. C'est-à-dire que l'Internet, avant, c'était limité, si vous voulez, donc, à la société. Et puis, ce n'était pas intégré dans les industries, dans les usines, etc. Donc, maintenant aussi, donc, il y a l'avantage d'avoir donc, le contrôle d'une usine à distance et puis d'avoir, comme je disais tout à l'heure, les visites à l'intérieur de l'usine virtuellement, ainsi de suite. Et puis, donc, ceci, c'est dans le cadre aussi, donc, juste pour aller vite, pour ne pas tarder, je vois que le temps presse, il y a une tâche très forte. Donc, on parle de la 4e révolution industrielle. Et c'est avec Internet of Things que les choses. Et puis, donc, certains, vous avez entendu parler des smart cities. Donc, c'est dans ce sens-là. Donc, on parle de smart cities, smart factories, c'est les usines intelligentes, les smart homes, tout ça. Donc, et puis les smart cars. Donc, qu'on le veuille ou pas, on est obligé d'apprendre sur ça. Parce que c'est la société qui va donc changer. Et puis, donc, vous êtes à l'intérieur de cette société. Nous, en tant qu'enseignants, ou doctorants, futurs enseignants, c'est nous qui devrons expliquer à la société c'est quoi ça, etc. Mais sinon, on est déconnecté. Donc, c'est très malheureux. Donc, on doit donc, dès maintenant aussi, donc, faire le pas dans ces disciplines-là. Et je suppose qu'il y a pas mal aussi de gens qui travaillent dessus, mais je parle de toute la société, il doit être impliqué à ça parce que ça concerne tout le monde. C'est pas juste une minorité. C'est pas juste, disons, un groupe qui va superviser les autres. Non, parce que c'est comme le smartphone. Le smartphone est utilisé par tout le monde. Donc, c'est la même chose. Demain ou l'autre, etc. Bon, dans le futur, peut-être un peu loin, bah, tout le monde il va utiliser les smart cars ou utiliser, je ne sais pas, avoir donc smart home. Donc, il doit savoir que dans le smart home, voilà, il y a des choses, etc. Il y a le contrôle, il y a les attaques Internet, etc. Bon, il doit être conscient de ça. Donc, je passe vite. Donc, là, c'est un TP sur Smart Home que j'ai l'habitude de faire pour nos étudiants. Donc, c'est quoi une maison intelligente? Donc, c'est le fait d'avoir donc des capteurs qui sont donc un peu branchés un peu partout, dépendamment des choses que nous voulons contrôler. Ces capteurs-là, ils vont être source de données. Ils vont fournir des données sur certaines situations au contrôle, donc un programme de contrôle, ça peut être sur un smartphone, ça peut être sur un ordinateur, une tablette, etc. Et puis, donc, dépendamment des mesures qui ont été faites, donc, des fois, on a des règles qui sont prédéfinies, okay, dans le programme pour réagir, pour pour prendre des décisions et agir sur ce qu'on appelle les actionneurs, soit pour ouvrir un garage, par exemple, ouvrir une porte, démarrer donc un climatiseur, éteindre un feu, donc pas mal de choses. Donc ça, c'est préprogrammé. Mais des fois, on n'a pas on a des données, mais on n'a pas une décision qui est précise. Il faut déduire cette décision. Et c'est là que intervient l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, il faut donc travailler un peu. Il n'y a pas une décision qui est comme ça prise, mais il faut faire appel donc à d'autres choses, ok, pour décider. Et donc là, ça combine. Donc si je parle des disciplines Smart Home, ça combine donc tout ce qui est automation, c'est-à-dire l'automatique, Internet of Things, intelligence artificielle. Et puis donc tout ce qui est aussi donc génie civil ou architecture, etc., de la maison aussi. Donc parce que on va faire le contrôle, mais le contrôle aussi, donc ça peut être donc certaines consommations, certaines dépenses, gaspillage, etc. Ça aussi, donc il n'a pas le contrôle tout seul, donc n'est pas suffisant, mais il faut lui associer autre chose sur donc du côté architecture, ainsi de suite, thermique, ainsi de suite. Bon, là, je parle aussi donc de machine learning.
Et ça, ce que dans l'intelligence artificielle, lorsque les gens parlent actuellement de l'intelligence artificielle, beaucoup plus, ils parlent de l'apprentissage automatique, ce qu'on appelle machine learning en anglais, et un sous-ensemble qu'on appelle actuellement aussi l'apprentissage profond ou deep learning. Et puis, donc, par exemple, la reconnaissance, speech recognition, la reconnaissance, par exemple, de la voix. Et là, par exemple, quelqu'un est en train de parler au téléphone ou il est en train de parler quelque part. Donc, juste avec sa voix, etc., on peut donc déduire qu'il s'agit de X ou Y, dépendamment de la base de données que nous avons. Différentes choses aussi donc, qui sont basées sur ça, donc la reconnaissance faciale, des détections de fraude, et ainsi de suite. Donc, je ne vais pas tarder ça, mais je vais juste là vous inviter donc à aller débuter ou vous initier donc dessus. Smart car aussi, donc il y a aussi donc une tendance. Cher Moustapha, s'il te plaît, essaye de résumer, hein, le temps est terminé là. D'accord. Merci. D'accord. Donc Smart car aussi, donc c'est un point d'intérêt donc auquel je vous encourage d'y aller. La même chose pour e-santé et les thinking machines aussi, donc très important aussi la tendance. Et là, donc, ça me fait dire une chose aussi, c'est que dans les plateformes, maintenant, viendra un jour aussi, on va pas faire la différence entre machine, professeur et étudiant. Des fois, on a la machine qui est étudiante, c'est-à-dire il est en train d'apprendre, ou des fois, on a aussi donc, le professeur qui est une machine. Donc, avec Internet of Things, c'est-à-dire tout devient Things. Donc, Things, ça peut être un homme, c'est une machine. Les recommandations, donc, pour aller vite, recommandations. Donc, ce que je recommande, c'est s'ouvrir sur toutes les plateformes, surtout les plateformes qui sont supportées par les géants. Par exemple, si je prends Google, donc ça, c'est ces plateformes-là qui évoluent plus. Quoique, par exemple, si je prends Classroom, donc c'est une plateforme très simpliste. Mais à l'intérieur, ils ont utilisé certaines choses que je peux donc retrouver dans la plateforme intelligente. Diversifier, donc, pour question de ne pas être très borné à une plateforme donnée, diversifier les plateformes d'apprentissage. Et aussi, donc, diversifier entre ce qui est académique et professionnel. Parce qu'il y a des fois des certificats qui sont donnés par des universités et des certificats qui sont donnés par des sociétés. Manager bien les moyens de production de contenu. Il faut exploiter bien donc, ce que nous avons donc, comme ressources pour l'enregistrement, pour la réalisation de contenu, comme je disais tout à l'heure, à la manière de film. C'est-à-dire pour être, donc, avoir une qualité donnée. Encourager l'expérimentation, encourager les secondes compétences en associant diplôme et certificat. C'est-à-dire, donc, chacun de nous, doctorants ou étudiants en général, il ne doit pas voir que le diplôme, c'est suffisant. Il doit chercher à avoir aussi des certificats. Bon, et merci, c'est Ali. Merci infiniment, Monsieur Azizi. Je vous remercie au nom de tous l'assistance pour nous avoir approché davantage des méthodes d'enseignement à distance. Rapidement, je rappelle que le professeur Moustapha Azizi a essayé de nous parler un peu sur les plateformes d'enseignement à distance. Il a initié son discours en parlant un peu sur la plateforme, de se déplacer de la plateforme centrée sur l'enseignant vers la plateforme centrée sur l'étudiant. Il a parlé aussi sur les choix des plateformes qui convient à la discipline, choisir une plateforme concentrique. Il a parlé un peu de la société ou l'établissement Cisco local, académie qui est siégée à l'EST. Donc, il a parlé aussi sur la production d'un cours ou d'un TP, donc la technologie, le savoir et le savoir-faire qui est très intéressant pour attirer l'apprenti. Donc, je vous remercie infiniment. Là, il y a une dizaine de questions à ce Moustapha qui sont citées. Je ne sais pas ce que tu arrives à les voir. Sur le chat. Oui. Donc, je l'ai mis sur un Word, moi, mais je ne sais pas comment le faire passer. Je vais arrêter le partage et toi, tu vas partager. Ah, d'accord. Moi, j'arrête mon partage. Maintenant, c'est à vous de partager. D'accord. Donc, je partage un peu les questions. Donc, il y a des questions qui concernent un peu le CEDOC.
Présenter l'intégralité, une fenêtre. Bon, C'est ça, mais l'intégralité pour aller vite. voilà, l'intégralité. Donc, c'est un Word là. Comment je vais faire là? Ça y est, tu ouvres le Word maintenant. Ah, C'est voilà. pas encore partagé, donc confirme le partage. Alors, je compte partager là, je crois, non? Voilà, repartager. Donc, le Word est ouvert. Oui, mais le partage n'est pas passé. Il n'est pas passé. Oui, Bon, reviens sur la conférence. Ou si tu veux me dire voilà, les je vais questions. essayer rapidement de choisir. Bah, je vais dire à l'assistance que ces questions, donc, on va essayer de les regrouper. Ceux qui sont, donc, vous aurez des réponses. On demande à monsieur le professeur Azizi Mustafa d'essayer de répondre par email. Et pour ce qui concerne les points qui concernent un peu le CEDOC, est-ce qu'il accepte les certificats, etc. Voilà, donc, alors, une question à Sia Mustafa. Bonjour, Oui, est-ce que vous avez fait des conventions avec Coursera? oui, Corsair, donc à travers l'université Mohamed Ier, donc il y a donc une convention, mais dans le cadre de la pandémie Covid-19, donc l'accès à Coursera, donc et puis donc les certificats sont gratuits jusqu'au 31 juillet. Donc D'accord, toutes les inscriptions jusqu'au 31 juillet pour les différents certificats sont gratuits. Mais après le 31, mais toute inscription dans un cours donné après le 31 juillet, ça va être payant. ah, d'accord. Et ceux qui se sont inscrits avant le 31, ils doivent finir au plus tard je crois, le 30 septembre. Ok, d'accord. Bon, alors une autre question. Bonjour, monsieur, s'il vous plaît. Comment s'inscrire sur la plateforme Cisco Local Academy of S2? C'est ça. Donc, je ne sais pas s'ils sont en train de voir mon email, mon adresse email. Donc, On va les, j'écris, c'est on ça, va je vais les, l'écrire. J'écris ici, donc j'écris ici mon adresse email sur le chat. D'accord, Donc, allez. ceux qui sont intéressés, ils me contactent. Voilà. Alors, là, une question à Mustafa. Voilà, Quelles j'ai sont les envoyé par le plateformes, chat le mail. voilà. Quelles sont les plateformes de formation online qui sont acceptées par l'UMP? Je crois parce qu'on leur demande 200 heures de formation complémentaire et ils demandent est-ce que les certificats obtenus, est-ce qu'ils sont comptabilisés pour le CEDOC? Oui, pour tout ce qui est formation Coursera, donc c'est déjà conclu avec le CEDOC. Donc, ils sont comptabilisés. Mais Voilà. il faut profiter de la gratuité maintenant de ces certificats maintenant. D'accord? Et je vais voir avec Saïd Malik, le CEDOC-ST, je vais voir avec lui pour les gens qui sont intéressés donc, à suivre des cours sur Cisco. Donc, je vais voir avec lui donc, la possibilité de valider aussi ces certificats ou ces attestations. D'accord. Voilà. Une autre question concernant le contenu. Vous avez souligné la nécessité de formuler un scénario pédagogique lors de la formulation d'une leçon à distance. À cet égard, comment assurer l'interaction de l'apprenant avec l'enseignant à travers ce scénario? Dans toutes les formations là que je suis en train de présenter, je parle ici donc toujours donc il y a l'interaction. L'interaction elle est obligatoire, c'est-à-dire à travers la plateforme, il y a donc le contenu, etc. Mais il y a l'interaction entre étudiants et enseignants. C'est comme il est dans la classe, mais juste Ouais. il y a la distance. Et il peut poser ses questions, il peut lever sa main, poser sa question, discuter avec le prof, etc. Il n'y a pas d'obstacle. Donc, c'est D'accord. des cours qui sont synchrones, mais en même temps, donc des fois, si par exemple l'étudiant viendra après le cours, lorsque la visioconférence a terminé, là, il peut formuler une question donnée ou interagir avec le prof à distance via email ou via forum, etc. Donc, c'est comme le cas donc avec Classroom et Meet, par exemple. Voilà, alors une dernière question et on arrête.
la question de la part de M. Kamel, est-ce que vous ne voyez pas qu'on est en train de secondariser l'enseignement, c'est-à-dire rendre l'enseignement supérieur comme le lycée, alors qu'il y a 10 ans, on donnait plus de marge de liberté à l'étudiant. Maintenant, on entend des voix qui disent qu'il faut passer des examens sur ce qu'on a vu en présentiel et ce qu'avant, on avait les mêmes tendances. C'est-à-dire que maintenant, vu les conditions de la pandémie de Covid-19, malgré qu'on a fait des cours à distance, mais pour les examens, on a demandé aux gens de se concentrer sur les cours présentiels. Ben. Oui, c'est problématique. Ouais, moi, donc, je ne suis pas de cet avis-là. Moi, j'encourage donc les tests en ligne viendra un jour parce que les gens qui sont contre, donc ils disent qu'il y a donc la tricherie, etc. Mais en fait, pourquoi aux États-Unis ils le font, il n'y a pas de ce problème-là. Pourquoi ailleurs en Allemagne ils le font, il n'y a pas. C'est pas eux, ils sont des anges. Il y a la tricherie là-bas, il y a tout. Mais viendra un jour, parce que si on ne va jamais commencer, viendra un jour où les gens, où les étudiants, ils seront convaincus que c'est plus le cas de faire la tricherie et que la formation est pour lui-même, pour sa personnalité, pour son développement personnel, et il va arrêter de lui-même de faire la tricherie. Ouais. Voilà. Encore une fois, monsieur le professeur Azizi Mustafa, on vous remercie infiniment de votre conférence qui était très, très riche et très, très intéressante. J'espère que ce sera un début parce que normalement, les formations sur les plateformes, ça nécessite des formations, c'est-à-dire être devant une machine, être devant la technologie. Voilà. Je te remercie, M. Azizi. C'est un plaisir, allez, merci bien. Merci. Donc maintenant,